Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission dédiée à la nature et à notre relation avec cette nature qui nous nourrit, qui nous fait vivre. J'ai parlé dans les dernières émissions, j'ai beaucoup parlé de la façon dont on se voile la face sur ce qui se passe actuellement, sur notre environnement. Chacun peut le constater, parce que c'est hier au marché, j'ai discuté effectivement avec une dame, parce que j'étais très contente qu'il pleuve, et elle me disait, faut pas vous leurrer, il va pleuvoir de moins en moins. Et cette petite dame avait un certain âge et elle habite ici depuis longtemps, et elle note la météo, voilà. Ça a été une occupation et aujourd'hui c'est une préoccupation. Et c'est vrai que qu'elle m'a parlé beaucoup de ce qu'elle voyait autour et de ce qui la choquait. Et elle comprenait pas que personne n'ait un regard suffisamment éclairé sur cette situation. J'allais pas la contredire, hein. C'est vrai que tout ce qu'elle a dit était juste. Elle m'a même appris à regarder aussi un peu plus large que ce que je vois chez moi, parce que bon, c'est vrai que on étudie bien souvent plus ce qui nous entoure. En tant qu'écothérapeute, bien sûr, j'ai mes patients, j'ai la nature qui m'entoure, j'ai les missions au niveau des recherches, au niveau des observations en éthologie. Ça me fait pas faire forcément un territoire vaste, et du coup, cette personne était charmante et m'a mise en contact avec d'autres régions, des personnes qui font un peu comme elle, qui ont noté depuis des années sur leur calendrier annuel la météo du jour, sans être, ce sont pas du tout des agriculteurs et rien du tout. Donc j'ai trouvé ça amusant, parce que finalement ce sont des scientifiques qui s'ignorent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'ai introduit là-dessus, même si c'est difficile de notre façon de nous voiler la face. Donc j'en ai donné les raisons qui me paraissent évidentes. Il y en a certainement d'autres, mais ça fait quand même 3 émissions là-dessus, donc je vais pas vous saper le moral non plus. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'engendre cette façon qu'on a de refouler la douleur. Alors c'est valable pour tout en psychologie. Là, je vais parler essentiellement, évidemment, de notre vie à tous, et de ce qui nous lie à la nature. Mais c'est vrai que même en tant que psychologue, le refoulement, c'est parfois une bonne chose, et parfois, un refoulement va créer des phobies, va créer des troubles assez envahissants. Là, c'est surtout que on se protège de la douleur qu'on perçoit pour le monde, et qu'en fait, c'est un effort de faire ce refoulement, et il nous coûte très cher. En fait, on paye un prix élevé en termes de conscience, de compréhension et d'authenticité. Donc voilà de quoi sera fait le thème aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a, en tout premier lieu, il y a quand même une altération du fonctionnement cognitif. Le refoulement, quel qu'il soit, alors pour certaines choses, il est naturel, puisque nous sommes tous névrosés, parce que nous rencontrons chaque jour dans notre vie
ce qui ferait basculer ce que nous avons vécu en beaucoup plus grave et qui est refoulé assez naturellement. Par contre, là, dans le refoulement par rapport à tout ce que j'ai dit concernant notre environnement, il nous coûte au niveau d'énergie personnelle, parce qu'en fait, peu à peu, ça amenuise notre perception du monde et de tout ce qui nous entoure. C'est un peu un autisme environnemental, et bon, c'est pas du tout juste une sorte d'anesthésie locale. En fait, si on ne peut pas ressentir la douleur, on va pas ressentir grand chose d'autre non plus, et les attachements et les pertes vont être moins intenses, par exemple, le ciel moins lumineux, les plaisirs diminués. Il y a des médecins qui travaillent justement avec d'anciens combattants du Vietnam, puisque je rappelle qu'effectivement, l'éco-psychologie, pas très développée en langue française, c'est effectivement quelque chose d'anglo-saxon qui, malgré que ce soit quelque chose d'ancien, mais c'est apparemment nous ça nous intéresse pas. Enfin, moi j'y travaille, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne veut pas trop entendre parler en France. Donc apparemment nous sommes les champions du monde du refoulement, mais bon. C'est vrai que donc ce médecin qui travaille avec les anciens combattants, il disait que l'esprit paye pour son insensibilité justement à l'état de notre monde, en abandonnant sa capacité de joie et de flexibilité, sachant, enfin, c'est vrai que en traitant des anciens combattants, je ne vais pas m'étendre sur la guerre du Vietnam, mais c'est quelque chose qui a embêté beaucoup et qui est mis un peu... Enfin, pas un peu. C'est vrai que ces anciens combattants n'ont aucune reconnaissance, et le doute a toujours resté sur le fait qu'ils ont laissé des hommes là-bas. Donc c'est vraiment tout un pays qui d'ailleurs, enfin, c'est vrai quand j'étais en cours de psycho, on parlait des fameux films où il y avait un acteur bien connu qui retournait chercher ses soldats encore prisonniers au Vietnam. C'était un peu la thérapie de tout un pays. C'était quelque chose de libérateur pour eux, donc d'où l'intérêt du cinéma. Bon, après, le problème, c'est que si le problème existait en réalité, le cinéma reste du cinéma. Hein, donc c'est pas parce qu'on vous montre un film avec la planète qui est sauvée, mais ça, il y en a eu beaucoup aussi. Ça a été les astéroïdes, il y a eu un peu tout ce qu'on voulait, et il y a eu beaucoup les attaques nucléaires. Bon, je sais pas, parce que je m'intéresse plus du tout à ça, donc je sais pas du tout si on en montre réellement sur l'environnement. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment mis de côté, qui embête, et ce qui fait que la population, comme c'est compliqué de s'exprimer, hein, je l'ai dit, le refoulement de cette angoisse, de ce qu'on observe, par exemple cette dame au marché dont j'ai donné l'exemple, elle m'en a parlé doucement. Quand elle a vu que j'étais sensible au sujet, elle s'est plus étalée. Mais on voit bien qu'il y a un blocage de la parole quand même. Et ça affaiblit le fonctionnement cognitif. Parce qu'en fait, quand on se coupe de toutes les informations qui peuvent contredire ce qu'on évalue, hein, je crois qu'il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui ont une bonne évaluation de la situation, mais les informations qui contredisent peuvent provoquer énormément de stress.
Et donc, c'est vrai que tout le monde... Enfin, moi j'entends, hein, tout va bien, la technologie va nous sauver. Donc quand quelque chose de scientifique contredit ce genre de choses qui fait qu'ils se sentent mieux, eh bien, ils sont énormément stressés. Et en fait, eux disposent d'une moindre part de leur intelligence naturelle. Ça, je le dis en tant qu'écothérapeute. Et pourtant, ces personnes qui consultent viennent parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'agoraphobie. Vous allez peut-être être surpris, mais il y a une peur aujourd'hui de la nature, une peur de tout ce qu'on montre et de tout ce qui pourrait arriver. Je vais vous donner une anecdote ça m'a fait rire, mais quelque part ce n'est pas vraiment drôle. Moi, c'est vrai que je pars avec un sac à dos et je bivouac, hein, donc voilà. Et puis en rentrant après 3 jours d'observation, de comptage et de marche, je rencontre des gens qui n'étaient pas du tout d'ici, qui étaient du Nord et qui avaient pris quelques vacances, qui avaient pris leur petit tour sur les sur les dépliants de notre syndicat d'initiative. Alors si vous venez par ici, ne faites pas ça, vous allez vous perdre. On n'a pas énormément de tourisme dans cette région, donc c'est vraiment des personnes qui ont envie justement de revenir à la nature, et pas de se perdre. Par contre, je leur fous la trouille. Mais l'été dernier, en faisant des randonnées, j'ai quand même trouvé, j'ai remontré le chemin à 3 ou 4 groupes. Je trouve que c'est beaucoup, vu le peu de touristes que nous avons. Là, pour en revenir à mon anecdote, c'est vrai que je revenais, donc imaginez, les cheveux filasses, la transpiration au bout de 3 jours, sans eau, parce que l'eau est précieuse, donc j'ai préféré la boire. Avec mon énorme sac. Et donc ces personnes étaient effectivement pas du tout sur le chemin du dépliant qu'ils m'ont montré. Et puis ils me regardent et puis ils me disent: mais vous en avez un sac lourd? Je dis: bah oui, quand je vais dans la montagne, je campe. Et là, vraiment, mais ils m'ont regardé avec un regard complètement affolé, en me demandant: mais vous avez pas peur des loups? J'avoue être restée un peu sur les fesses de cette réplique, parce qu'alors déjà non, en fait le loup a plus peur de l'homme que le contraire déjà, hein, donc s'il peut s'en passer, il va pas venir nous voir, et de toute façon on est dans une région où il n'y en a pas. Voilà, à la limite ce que je peux croiser qui est dangereux. Ouais, si on se met sur sa route ou si on va en kikiner ses petits, c'est toujours la même chose. Dans ma région, c'est le sanglier. Ils sont particulièrement balèzes. Et oui, quand un sanglier fonce ou défend ses petits, il ne s'arrête pas. Bon. Après, c'est plus dangereux quand ils traversent les routes, parce que quand les joueurs roulent trop vite, ils peuvent pas les éviter. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réel danger, à part celui d'être mal équipé, de faire n'importe quoi, de se perdre, de se tordre une cheville. Oui, voilà, ça c'est plus... ce serait plus embêtant. Et c'est vrai qu'au niveau de mon activité d'écothérapeute, ce sont des personnes qui donc ont justement cette agoraphobie qui est liée à ça. Alors je ne sais pas après ce que diffusent les médias, il y en a beaucoup trop, et j'avoue que ça ne m'intéresse plus. Donc... je m'en tiens à ce qui est défini et scientifique. Voilà. C'est vrai que j'ai vu, du coup, je m'étais intéressée. Alors j'ai vu des dépliants qui sont quand même fournis par la région et qui créent un affolement terrible. Alors les tiques, l'année dernière, c'était le maire d'à côté, il avait vu des serpents qui piquaient. Alors, je lui ai quand même expliqué que les couleuvres, c'est totalement inoffensif et que quand bien même un serpent est dangereux ou venimeux, nous n'en avons pas dans la région. On a éventuellement des petites vipères, mais bon, elles sont pas au bord de l'eau, déjà, parce qu'au bord de l'eau, c'est vrai que c'est des couleuvres,
Et les vipères, elles bronzent sur un caillou au soleil. Je peux vous dire que, j'en vois, hein, c'est vrai, mais elles sont très sensibles à la vibration des pas sur les chemins, et elles se débinent, elles se carapatent à une vitesse phénoménale. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, si vous marchez dessus, vous avez une morsure. Puis bon, la morsure de vipère, on est quand même en France. Si vous êtes équipé, hein, vous n'avez pas utilisé votre téléphone portable pour faire des conneries avec les réseaux sociaux et partager vos selfies. Vous avez gardé votre batterie et vous pouvez appeler les secours. Et même vous géolocaliser. Donc c'est vrai que tout ça est paradoxalement, donc on fait peur des maladies qu'on peut attraper dans la nature avec les arbres, mais c'est par rapport à ce qu'on vous fait bouffer en nourriture industrielle. Alors ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Donc c'est vrai que quand j'ai parlé de tout ce qui était politique, il y a un choix qui est économique. Donc faire de la pub à longueur seconde, je vais de temps en temps, comme j'ai des personnes âgées, je me déplace, elles ne viennent pas crapahuter dans les prés, et souvent elles ont regardé des jeux, donc la télé reste allumée. Il y a des publicités pour des choses que moi jamais je n'avalerais, hein, mais jamais, franchement. Sachant qu'en général tous les composants, en dessous d'un certain pourcentage, mais que je donnerai pas parce que je vais pas dire de bêtises, ils sont plus obligés de vous mettre la composition, mais tout ce qui est industriel, c'est souvent très calorique déjà et n'a plus aucune valeur nutritive. Hein. Ça a été tellement tarabiscoté que oui, là la santé elle est en jeu, et c'est tous les jours. Il y a des tabacs à tous les coins de rue, apparemment c'est quelque chose qui se vend énormément. Fumer est beaucoup plus dangereux que d'aller se balader dans les bois. Faut faire un rapport de priorité. Bon, et fumer dans les bois, c'est embêtant, bien sûr, parce qu'il y en a qui foutent le feu. Ici, ça n'arrive pas, mais il y a des régions où c'est quand même assez fréquent. Donc, parenthèse refermée, c'est vrai qu'il y a une altération de ce fonctionnement cognitif, et donc on constate effectivement là une baisse du QI général. Ça en fait partie. Il y a aussi une grande altération de l'accès à ce que moi j'appelle la conscience de soi, mais donc d'accès aussi à l'inconscient. C'est l'accès à l'inconscient qui lève le refoulement, et cet accès est complètement altéré, parce que quand on filtre la vérité sur cette situation, c'est une façon de se tromper soi-même, n'est-ce pas? Et cette censure, comment je pourrais dire, c'est une espèce de censure subliminale, hein, et elle vous empêche d'accéder à votre inconscient, et cette source d'intuition, de créativité et de nourriture aussi, hein, pour vous, c'est cette partie de nous qui se sait enracinée dans la vie. Et malheureusement, on n'y a plus accès. Ça, c'est vrai que c'est des choses que je constate aussi, et l'inconscient qui peut, ce refoulement va empêcher aussi toute thérapie analytique sur d'autres sujets, puisque le blocage, une fois qu'il y a le blocage, c'est le blocage. D'ailleurs, on en arrive au-delà du refoulement, on en arrive au déni. Hein. Le déni, c'est beaucoup plus embêtant. Mais en fait, quand on bannit quelque chose de notre conscience, il faut savoir que ça ne disparaît pas. Mais pas du tout. D'ailleurs, pour les traumatismes, on dit toujours, on n'oublie pas, on vit avec, oui, parce que la parole et beaucoup de choses permettent de revivre un traumatisme avec un autre regard. C'est tout l'intérêt d'une thérapie classique. Et là, malheureusement, ce qui n'a pas disparu est dans un coin où c'est altéré, on ne peut plus aller le chercher. Donc sur le plan individuel, quand on stocke les éléments qui sont refoulés dans notre corps,
et ben là, ils vont par contre se manifester sous forme de maladie. Oui, le stress, parce qu'en fait, le stress, c'est le plus gros facteur de tout ce que notre civilisation subit énormément de stress, et c'est ce qui crée le plus de troubles au niveau physique. On découpe, la médecine découpe les personnes, donc si vous avez un problème de foie, vous allez aller voir quelqu'un, si vous avez un problème de autre chose, vous allez voir un autre. C'est vrai que c'est bizarre tout ça. Moi, je prends toujours l'individu sur un plan qu'on dit holistique, donc en entier, mais oui, parce que l'esprit agit énormément sur le corps. Et l'inverse aussi, mais plus sous forme de dépression. Les douleurs, quand il y a des douleurs chroniques, des choses comme ça, ça altère aussi une partie du mental, puisque ça crée aussi une dépression, souvent. Et c'est vrai que au niveau collectif, puisque ce refoulement est quand même, dans ce pays en tout cas, vraiment collectif, il y a la détresse qui est refoulée va se retrouver sur la scène de l'histoire à un moment ou à un autre. Je vous renvoie pour ça à Carl Gustav Jung si vous voulez approfondir ce genre de choses, parce que moi je ne suis pas médecin, et c'est vrai que il avait expliqué beaucoup de choses au niveau des dictatures, qui se retrouvaient dans l'histoire à cause justement de cette détresse qu'on ne voulait pas s'avouer à soi, mais que finalement on se venge sur les autres, quoi. C'est pas forcément conscient, justement, puisqu'on n'a plus accès à l'inconscient, on fait n'importe quoi. Voilà, fin du chapitre. Mais c'est pas fini, c'est vrai que on va aussi bousiller notre instinct de conservation, ce que moi j'appelle l'instinct animal, et c'est bien, et ça pour moi c'est ce qui est vraiment le plus dangereux. Voilà, les loups par exemple, la tique par exemple. L'instinct de conservation, c'est vraiment le moteur le plus puissant du domaine biologique. Il est essentiel à la préservation de notre espèce et des autres, et à la continuité de la vie. C'est grâce à cet instinct de conservation qu'on est arrivé là aujourd'hui. Nos ancêtres avaient cet instinct. Et si même on prend l'antique système hindou, j'aime beaucoup. Je m'y penche depuis quelques temps, et c'est vrai que il y a du pour ou du contre, hein, mais il y a du pour et du contre, mais c'est vrai que ce système des chakras, il y a un instinct qui est associé au chakra de base, qu'on appelle en yoga le Muladhara, qui va être appelé autrement si c'est la Chine ou le Japon, mais qui représente vraiment notre nature instinctuelle, et c'est une source de notre aspiration à la vie elle-même. Et donc pour eux, chez nous, ça c'est bloqué. Donc avoir peur de regarder ce qui menace la vie, pour eux, il y a un blocage donc au niveau du Muladhara qui nous prive de l'intelligence primale et des énergies essentielles à la survie. Et c'est bon, après c'est vrai que au niveau survie, quand on a peur, de toute façon, la peur, elle tue l'esprit. Donc, à partir du moment où on a peur, l'instinct de survie et l'instinct en général, il est mis vraiment à mal. Alors, évidemment, ce chakra ne représente pas seulement une dernière ligne de défense, hein, dans la protection de la vie, mais pour eux, il alimente les courants érotiques, par exemple, de nos jours ou de nos années. Et ouvrir ce chakra de base, donc notre pleine volonté de vivre, signifie s'ouvrir aux larmes qui sont réprimées, à la rage de notre douleur pour le monde,
en psychanalyse, c'est la prise de conscience. Et c'est vrai qu'elle existe dans tous les... Dans tout. Mais c'est vrai que les hindous, c'est tellement ancien, et l'utilisent toujours, bien qu'ils vont utiliser aussi la médecine moderne. J'aime bien cet exemple. Voilà. Et c'est vrai que ce fameux chakra dont il parle... Alors, effectivement, c'est vrai que je vous parle de ça parce que j'ai entrepris une étude des énergies de notre corps, et c'est pas... Enfin, si, alors évidemment, il y a des mesures scientifiques, mais sinon, c'est pas tellement répandu en Europe, c'est plus asiatique. Ou alors, il y avait aussi les Amérindiens, mais bon, je me suis penchée sur le côté asiatique de l'énergie et du corps subtil, et c'est vrai que c'est très intéressant, puisqu'en fait, eux l'ont toujours considérée, elle est mesurable avec nos outils technologiques. Le corps a comme la musique, comme on a tous une vibration à un certain niveau. Et plus notre vibration est basse, en général, c'est plus on va mal. Quand on a une vibration, alors il y a évidemment une fourchette, mais c'est vrai que ce sont les personnes qui vont bien. Bon, ça, c'est scientifiquement démontré. Et du coup, je me suis intéressée à tout ça, parce que c'est vrai qu'on dit, ça m'est arrivé de dire aux gens, vous me bouffez mon énergie. Ça vient bien de quelque part, et c'est vrai qu'on sent le corps qui perd quelque chose, et oui. Et oui, donc être en bonne santé, c'est vrai que c'est mental, physique et énergétique. Et du coup, effectivement, je m'intéresse beaucoup actuellement à cette médecine énergétique qui n'existe pas forcément chez nous, disons qu'elle est plutôt discutable. Mais du coup, c'est vrai que les chakras sont présentés avec les couleurs, et tout ça, ça a une vibration effectivement qui est mesurable en hertz. Et je fais pas mal d'expériences sur moi en ce moment. Je vous donnerai, si vous voulez, les résultats après. Mais n'empêche que quand on est coupé de ce fameux chakra, on se prive de notre droit de naissance et de toutes les connexions profondes de la toile de la vie. Et donc il va être appelé Eros par certains. Et sans lui, évidemment, on se dessèche, on se robotise. Alors que nous, c'est vrai que on a fait des machines pour nous servir, mais si vous regardez bien, et il y avait eu un super film, c'est Charlot, qui montrait les chaînes, qui est le robot, quoi, finalement. Enfin, quand vous passez votre journée, et du travail à la chaîne, il y en a encore aujourd'hui, quand vous passez votre journée à faire un geste ultra répétitif, qui est le robot? Enfin, c'est vrai qu'on se demande un peu... Et ça a conduit aussi à une explosion de la pornographie. Parce que c'est une tentative assez pathétique de revitaliser l'énergie sexuelle par des moyens qui sont artificiels et à mon sens dérisoires, parce que la frustration de ce besoin qui est élémentaire va conduire à la violence. Et comme évidemment je travaille sur la prévention de la violence, bon, alors là, j'ai pas repris spécialement les chakras, mais c'est vrai que ce sont des refoulements de quelque chose qui font que la sexualité, telle qu'on la connaît, elle est en baisse. Elle perd son énergie, sa fameuse énergie vitale, son fameux instinct de survie, et que tous ces... Enfin, je trouve que c'est de pire en pire, puisque moi je traite aussi des enfants qui ont été victimes. C'est vrai qu'il y a cette violence vis-à-vis d'autrui au niveau de la sexualité est exponentielle. Je crois que quand la
pulsion érotique est faible, donc en fait, c'est toujours pareil, hein. C'est une question d'imaginaire. Dans l'érotisme, notre imaginaire a une réelle importance sur ce qui déclenche. Et si tout ça est faible, remarquez, et vous le remarquerez, qu'on accorde moins de respect à la dimension esthétique de la vie. Parce que comme c'est lié, on considère plus les arts comme essentiels, par exemple. Parce que effectivement, on peut le lier, et on va utiliser l'art ou ce que vous voulez pour embellir, pour afficher chez beaucoup la richesse. Et en fait, les subventions de l'art, de la musique, du théâtre et des communautés d'ailleurs sont considérablement réduites, hein, parce que c'est devenu un facteur de richesse. Et c'est vrai, hein. Après, j'ai d'autres exemples qui sont plus parlants, hein, peut-être plus proches des auditeurs, j'en sais rien, mais il y a le fait, j'ai vu dans des lotissements, c'était très drôle, quand il y en a un qui change de voiture pour en avoir une plus grosse, plus neuve, vous allez voir que tous ceux autour, ils vont, même s'ils n'ont pas de fric, hein, ils vont emprunter, mais ils vont changer aussi de voiture. Alors il y en a évidemment, il y en a toujours un ou deux qui vont pas le faire, qui vont être un petit peu au-dessus de ça, parce que c'est pas, la richesse elle est intérieure, hein. Donc c'est quelque chose pour moi qui est vraiment un débordement, d'avoir une plus grosse baraque, une plus grosse piscine. Ici, moi, je suis désolée de ce lâcher là, mais c'est vrai que je suis dans une région où franchement on peut aller se baigner un peu où on veut dans les rivières et tout ça, où éventuellement il y a une très belle piscine municipale qui a été rénovée, donc voilà. Et tous ceux qui ont construit des maisons, en plus en parpaing béton, c'est moche, c'est dans un village en pierre, ça fait tache. Ils ont mis une piscine, s'en servent une fois par an. Ça fait, je trouve, beaucoup d'eau polluée et beaucoup de terre aussi creusée pour une fois par an. Si c'est pour prendre l'apéro avec des amis, je sais pas, ils peuvent mettre une fontaine, hein, Non, mais c'est vrai que ça fait partie du ridicule total, justement de cette altération. Donc on n'arrive pas... c'est dur, c'est difficile à expliquer, mais il y a une estime de soi. Voilà, une estime de soi qui est pratiquement... qui est désolante, et qui fait que elle va être comblée par tout et n'importe quoi, y compris les achats, parce que c'est une addiction aussi, hein, donc de nombreuses addictions, on va dire. Et dans notre culture, faut le constater, hein, il y a quand même une poursuite désespérée des plaisirs et des satisfactions à court terme. On a l'impression de retrouver l'hédonisme, mais dans la consommation de biens, de divertissement, de sexe, d'alcool. Alors c'est vrai qu'on peut toujours montrer du doigt l'autre qui est drogué, parce que l'alcool est en vente libre et que c'est jamais pris comme une drogue, alors qu'en réalité, au niveau des addictions, je peux vous dire que c'est une drogue dure, et qu'une fois qu'elle vous a chopé, vous êtes vraiment dans la merde. Mais c'est pareil pour le reste, hein, mais c'est un exemple comme un autre. Et cet hédonisme, c'est pas un simple appétit, parce qu'il y a un aspect qui est frénétique, et ce qui est frénétique n'indique pas une envie saine de vivre, c'est plutôt son contraire. C'est l'absence, le désir, voilà. Alors qu'on peut avoir, pour moi, la relation,
aujourd'hui, après, ne vous sentez pas spécialement victime ou coupable ou je sais pas quoi, parce que sachez que j'ai fait la même chose. C'est juste que ça fait 14 ans maintenant, une quinzaine d'années, que j'ai effectivement eu une prise de conscience sur le fait que j'avais beaucoup de choses matérielles, mais j'étais vraiment pas heureuse du tout. Quand je me regardais dans le miroir, c'était terrible. Et puis de toute façon, clairement, je souffrais d'anorexie, et pas un peu. Mais qui est une addiction. L'anorexie, c'est une addiction sans substance. Effectivement, ça m'a fait... J'en ai pris conscience, je suis allée en thérapie, et effectivement, je suis revenue sur énormément de choses, donc y compris sur cet aspect de montrer, après, quoique, comme j'ai des chevaux, ça peut être perçu comme un signe extérieur de richesse. C'est aussi toute la perception qu'on peut en avoir. Si on ne connaît pas... c'est vrai que c'est pas des chevaux, c'est pas des chevaux de compétition, c'est pas des chevaux de course, c'est pas des chevaux qui sont plein papier, c'est des sauvetages. Alors, c'est vrai que je les nourris. Il y a de l'herbe, mais sinon c'est vrai qu'après l'hiver, l'hiver ça a un coût, mais qui ici n'est pas excessif. J'en discutais avec quelqu'un qui habite le Var, où là par contre, plus ça va, avec les sécheresses consécutives, plus la botte de foin elle augmente à une vitesse extrême, qui fait qu'au bout d'un moment, ça va devenir pas possible. Et tous les systèmes ouverts, qu'ils soient biologiques ou sociaux, normalement, quand on a un bon feedback, elles s'auto-régulent. C'est-à-dire juste ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire en faisant un bilan, quand on fait un bilan du comportement, par exemple. Voilà, c'est un peu ce que j'appelle le feedback. C'est aussi nos réponses sensorielles, nos réponses cognitives, nos réponses émotionnelles, celles qui peuvent nous fournir des informations qui vont guider nos actions. Et si on considère que nous faisons partie intégrante de notre monde, on peut voir que fermer notre esprit, notre cœur à cette souffrance, ça bloque aussi le fameux feedback essentiel à la vie, ça bloque le bilan. Quand on fait je fais toujours ce que j'appelle une espèce de bilan de vie, mais de toutes parts, donc ça fait un peu commerce, comme si on faisait on posait tout notre esprit à plat, et qu'on en faisait des flèches, un tableau, voilà quoi, c'est vraiment le truc où on jette tout, on triera après, et justement on va garder ce qui est essentiel à la vie. C'est un inventaire mental, quelque part, qui va permettre d'être conscient de l'instant présent, et qui va aussi permettre d'envisager autrement les objectifs. Là, comme ça ne se fait pas, comme c'est bloqué, c'est vrai que on continue comme on fait d'habitude, donc ça risque pas de s'améliorer, et taire ces réactions les plus profondes à l'état de notre planète va pas créer seulement un sentiment d'insignifiance, il va engluer dans le et aggraver. Chaque acte de déni, qu'il soit conscient ou pas, je parlais du déni, donc c'est vrai qu'après le refoulement, on a le déni, ça empêche de réagir. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de réaction. Et en plus, ça donne un peu un rôle de victime. C'est vrai, on se sent...
Enfin, moi non, mais c'est vrai qu'on plus, mais on va se sentir victime de la situation, victime des catastrophes naturelles, victime de la sécheresse, victime. En fait, on n'est pas victime, nous sommes avant tout responsables. Mais c'est vrai que le fait de se victimiser, ça évite de voir ce qu'on pourrait, ou d'ailleurs ce qu'on devrait faire. C'est vrai que c'est vrai dans d'autres pathologies, le statut de victime, on y passe, mais il faut en sortir assez rapidement. Le statut de victime est une reconnaissance de quelque chose. Là, oui, d'accord, on a chaud. Oui, il y a des sécheresses. Oui, c'est problématique. Oui, on en est victime quand il y a un séisme, mais c'est pas se plaindre, ça a jamais servi à rien. Il est temps aussi de revenir sur des bases plus saines et de revenir à la vie. N'est-ce pas? Et j'en parlerai. Bon, allez. Moi, ça fait un peu long après. Je voulais vous parler de ce fait de revenir à la vie, mais je vais quand même arrêter pour aujourd'hui mon émission parce que j'ai mon truc en dessous qui me dit que j'ai largement dépassé les 30 minutes et qu'après ça fait long, même en matière de téléchargement vu que j'ai pas un réseau de ouf. Mais sachez que c'est vrai que j'ai exposé des faits. J'ai exposé ce qui se passe au fond de nous, tout ce qui se déclenche. C'est vraiment pour essayer pour que mes auditeurs viennent en discuter déjà avec moi, ce qui est déjà arrivé. Bon, je me suis fait aussi insulter, ça arrive, mais prennent conscience. Voilà, regarde juste autour d'eux et fassent une simple observation et on discute avec les anciens qui sont souvent une source d'informations inégalée et prennent conscience de ce qui se passe. Parce que la prise de conscience, c'est le point de départ à toute action. Voilà. Alors j'espère que je ne vous mets pas le moral à zéro en début de semaine. C'est pas fait pour ça. Et c'est vrai que à partir de la semaine prochaine, on va vraiment on va vraiment revenir à la vie. Voilà, parce que c'est le but, hein, c'est d'atteindre l'esprit pour pouvoir, guérir tout ce qui nous entoure, hein, soigner l'esprit, guérir la terre, et puis bien sûr agir en conséquence. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.